Pendant 20 ans, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi certaines interactions semblaient vraiment compliquées et pourquoi je donnais parfois aussi une impression de distance aux gens, alors que moi, à l'intérieur, je me sentais vraiment très connectée. Et puis d'un coup, en fait, tout a pris sens. Quand on m'a diagnostiqué autiste, en fait, ça a été vraiment un haha moment, comme disent les Anglais. En fait, j'ai compris que pour moi, capter les codes, les sous-entendus, l'implicite, les non-dits, ouais, franchement, c'était pas naturel. Je me sentais souvent un peu à contre-courant, surtout dans le monde corporate où j'ai évolué. Et puis tu vois, avec le temps, j'ai compris que ma différence, c'était pas un handicap, c'était un point de repère à un endroit. Que j'ai compris en fait que j'étais pas inadaptée, mais j'étais juste dans le mauvais langage. Et c'était pas moi le problème, c'était le dialogue entre deux mondes qui se comprennent pas. Et ça, c'est pas seulement pour les neurodivergents. Tu parlais de neurodivergents, de peine des fois à ressentir ou à exprimer ce que tu ressens. C'est cette difficulté aussi à reconnaître, à comprendre, à exprimer ce qu'on ressent. Pour beaucoup de gens, le vocabulaire émotionnel est relativement restreint. Et c'est vrai que dans les études, il est aussi démontré que plus on développe notre vocabulaire émotionnel, meilleur on devient dans les relations parce qu'on est aussi beaucoup plus précis dans le partage de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. C'est que j'ai appris en fait à regarder mes peurs en face. Celle du rejet, du décalage, et aussi de ne pas être comme les autres. J'ai commencé à parler de ce que je vivais. Et parce que j'ai osé dire qui j'étais, et aussi j'ai osé demander de l'aide, en fait, j'ai fini par trouver les bons alliés et la bonne direction pour continuer à naviguer. Et c'est possible pour tout le monde, je pense, avec le temps et de la patience. Bonjour la communauté, c'est Stéphane et Arnaud et vous êtes sur Ciel, le podcast qui décode l'intelligence émotionnelle et le leadership. Et aujourd'hui, on va aborder une question qui peut transformer notre regard sur la différence, à savoir quand les diagnostics tardifs deviennent une révélation, ou autrement dit, comment l'intelligence émotionnelle nous permet de nous réapproprier notre histoire. On croit souvent que nos spécificités nous limitent, mais ce qu'on découvre moins souvent, c'est comment accepter justement cette différence qui peut révéler des ressources des fois insoupçonnées et transformer finalement notre vulnérabilité dans un véritable super pouvoir. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 questions clés ou essentielles. La première, c'est comment transformer des diagnostics tardifs et des diagnostics d'une manière générale en levier de compréhension de soi. La deuxième, ce sera quelles ressources émotionnelles développe-t-on face aux défis relationnels permanents. Et la troisième, c'est le défi ultime, peut-on construire sa vie après avoir tout perdu et transformer sa vulnérabilité en force? Et Estelle, qui est avec nous aujourd'hui, répondra à cela. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Estelle Gâteau. Elle est entrepreneur, elle a un profil HPI mais visionnaire. Et surtout, c'est une femme qui a transformé des diagnostics tardifs comme Asperger, hyperactivité, alexithymie en clé de compréhension pour se réinventer après avoir, comme Stéphane l'a dit, tout perdu. Estelle, franchement, tu incarnes parfaitement cette capacité à transformer l'incompréhension en une force motrice avec une résilience et une authenticité qui nous ont vraiment immédiatement marqués. Estelle, si tu devais te présenter en quelques mots à quelqu'un qui ne te connaît pas encore, ça serait quoi une phrase pour toi? Je suis fondatrice de mon entreprise Infini Suisse qui aide depuis 2 ans en fait ses clients sur les problématiques de santé mentale et dans leurs relations digitales. Donc mon client idéal, c'est un chef d'entreprise surstressé qui arrive plus à avancer et décider, ni à lâcher son téléphone même après minuit. Parce que ma vraie passion, c'est la psychologie et d'aider en fait les personnes à se libérer de leurs blocages et des tensions souvent issues du passé. Et à côté de ça, je suis passionnée par l'Asie. J'y ai vécu 3 ans et je parle un peu chinois mandarin. Merci beaucoup, Estelle. Estelle, ramenons-nous à ces moments de révélation. On parle là de 2020, diagnostic HPI, puis après HPI, puis après en octobre 2024, aussi Asperger et hyperactivité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand enfin, j'ai envie de dire, après 20 ans de doute, d'incompréhension, il y a eu comme un éclairage? Alors ouais, merci de cette question, Stéphane. Oui, c'est assez frais, hein. C'est sur le moment, ça a été vraiment un soulagement. Pendant 20 ans, en fait, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi certaines interactions, effectivement, me semblaient vraiment compliquées.
Et pourquoi en fait je donnais parfois aussi une impression de distance aux gens, alors que moi à l'intérieur je me sentais vraiment très connectée. Et puis d'un coup en fait tout a pris sens. C'était pas un défaut de caractère, c'était juste une autre manière de fonctionner. Et aujourd'hui je dirais ce qui change, c'est ma manière en fait d'entrer en relation avec les gens. Par exemple, ma boulangère, avant, je passais vite sans trop vraiment dire quelque chose. Et puis maintenant, tu vois, je prends le temps de m'arrêter, je souris, on échange quelques mots. Et je crois que ça me semble du coup plus humain et plus simple. Et avec mes clients, c'est pareil. Tu vois, à Zurich, en fait, on se retrouve autour d'un thé, on marche ensemble au bord du lac. On arrive vraiment à se parler vrai, en fait, ensemble. Et on est capable, je crois aussi aujourd'hui, de mettre nos vulnérabilités sur la table. Et c'est ce qui a permis en fait de trouver des stratégies gagnantes. Donc ces diagnostics finalement, ça m'a permis de remettre de la chaleur et de la clarté dans mes relations. Et c'est pas qui je suis qui a changé, mais c'est le regard en fait que je porte sur moi et comment je fais avec ça en fait. Et c'est ça la vraie libération. Ouais, c'est hyper intéressant parce que quand on a préparé ce podcast, tu nous parlais du profil un peu équivalent créatrice, visionnaire, mais pas toujours adapté un peu au monde qui t'entoure, au monde business, corporate. Tu peux nous expliquer un peu comment ces diagnostics qui t'ont aidé à comprendre pourquoi tu étais dans un peu le mauvais monde, si on peut dire ça comme ça, et comment tu es passé de l'échec répété à l'acceptation de cette différence qui fait ta force aujourd'hui? Ouais, merci beaucoup du coup Arnaud. Ouais, quand on m'a diagnostiqué autiste en fait, ça a été vraiment un haha moment comme disent les Anglais. En fait, j'ai compris que pour moi, capter les codes, les sous-entendus, l'implicite, les non-dits, ouais, franchement, c'était pas naturel. Je me sentais souvent un peu à contre-courant, surtout dans le monde corporate où j'ai évolué. Et dans le monde technique, en fait, j'ai remarqué, on valorise les idées rebelles. Tu vois, la pensée un peu disruptive, la créativité. On se retrouve aussi, j'ai l'impression, autour d'un projet, on construit et on démontre en fait avec ce qu'on a créé, un produit futuriste. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris en fait que j'étais pas inadaptée, mais j'étais juste dans le mauvais langage. Et c'était pas moi le problème, c'était le dialogue entre deux mondes qui se comprennent pas. Et ça, c'est pas seulement pour les neurodivergents. Et là, j'ai commencé à me poser une question. Dans quel environnement mes outils fonctionnent vraiment? Et petit à petit, l'acceptation, elle est venue de là. Apprendre à me connaître émotionnellement, à reconnaître mes besoins et mes limites, et en fait à choisir les environnements qui résonnent avec qui je suis. Et aujourd'hui, tu vois, je cherche plus à m'adapter à tout prix. Non, non. Je cherche en fait simplement à être dans le monde, celui où en fait ma différence, elle devient une force. C'est intéressant, dans notre préparation, tu as aussi parlé de un peu cette construction, tu parlais de navigatrice entre les continents, les environnements professionnels. Tu as dû faire face à toi-même, à des incompréhensions, des choses qui étaient des fois difficiles, je pense aussi. Quels ont été pour toi, tu sais, les outils pour tenir le cap pendant, tu as quand même 20 ans derrière toi où tu avais ce manque d'éclairage. Comment t'as développé des stratégies pour faire face dans ces différentes situations, ces différences permanentes, ces décalages peut-être aussi? Qu'est-ce que tu as mis en place durant ces 20 ans? Ouais, merci. Oui, c'est vrai que oui, ça, c'est 20 ans qui sont passés déjà, qui se sont passés entre les continents, entre différentes cultures, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe, différents milieux professionnels, bancaires, militaires, technologiques, de la traduction, la santé mentale. Et puis en fait, il a fallu apprendre à tenir le cap, en fait, un cap même quand la mer elle était agitée. Et au début, ce que je voulais faire, en fait, c'est surtout m'adapter, quoi, pour être comprise, pour être normale, pour être à la hauteur un peu. Et puis, tu vois, avec le temps, j'ai compris que ma différence, c'était pas un handicap, c'était un point de repère à un endroit. Et donc, ça a été quoi la stratégie ou la méthode pour répondre à ta question? C'est que j'ai appris, en fait, à regarder mes peurs en face. Celle du rejet, du décalage, et aussi de pas être comme les autres. Et j'ai choisi à partir de là d'agir à partir d'une autre dynamique, de choisir une autre dynamique. Et donc, c'est là que les choses, elles ont commencé à changer. Tu vois, j'ai commencé à parler de ce que je vivais. Juste dire simplement, tu vois, aux personnes, écoute, parfois, moi, j'ai du mal à exprimer, tu vois, ce que je ressens, mes émotions.
bah, si tu as envie qu'on échange, n'hésite pas à me poser des questions et puis j'y réponds volontiers. Dis-moi aussi comment toi tu te sens. Et puis, c'est comme ça que j'ai construit en fait ce qu'on appelle mon vrai Love Network. Le Love Network, c'est un réseau en fait de relations vraiment sincères, authentiques, qui sont basées sur la confiance, le respect et la loyauté. Et aujourd'hui, bah, je peux te dire que je pense que j'ai vraiment ouvert des portes où des gens, en fait, d'autres personnes, ils auraient vu des murs. Et parce que j'ai osé dire qui j'étais et aussi j'ai osé demander de l'aide, bah en fait, j'ai fini par trouver les bons alliés et la bonne direction pour continuer à naviguer. Et c'est possible pour tout le monde, je pense, avec le temps et de la patience. T'aurais une anecdote qui... Pardon, c'est ça? Par exemple, en fait, il y a une période de ma vie où j'avais besoin en fait de trouver un mentor, justement, et ben, je me suis permise en fait de contacter un médiateur qui avait 72 ans et je lui ai demandé s'il voulait devenir mon mentor. Et j'ai exprimé là où étaient mes difficultés dans ma communication, mes relations interpersonnelles. Il a pris le temps de m'écouter. Il a pris une semaine pour réfléchir. Et puis en fait, bah, on a réussi à se comprendre. Il est revenu vers moi. On a fixé des objectifs. Et en fait, on a réussi à bâtir avec le temps cette relation sincère, basée sur la confiance, le respect et la loyauté. Et il m'a aidé, comme tu sais, il est une tour avec 12 perspectives, il m'a aidé à faire le tour de ma tour, c'est le cas de le dire, c'est un jeu de mots. Il m'a aidé en fait à aller regarder par toutes les fenêtres de ma tour, de façon à ce que je puisse aussi construire un pont en fait avec les autres. Et ça m'a beaucoup aidé. Et cette personne, il fait partie aujourd'hui de mon Lot Network. Je peux faire appel à lui, il peut faire appel à moi, et on arrive à se parler avec des émotions, à se parler vrai. C'est intéressant. Et puis, en fait, tu mentionnes à demi-mot, d'une certaine manière, tu parlais de neurodivergent, de peine des fois à ressentir ou à exprimer ce que tu ressens. Ça pourrait être, on pourrait parler d'alexithymie aussi d'une certaine manière. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, l'alexithymie, qu'est-ce que c'est? Parce que pas tout le monde peut comprendre ou connaître ce terme-là, parce qu'il est quand même un peu spécial. C'est cette difficulté aussi à reconnaître, à comprendre, à exprimer ce qu'on ressent. Selon ce que j'ai lu en préparant tout ça, on a trouvé, et ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas forcément une pathologie en soi, c'est plutôt un mode de fonctionnement émotionnel. Et c'est souvent lié un peu à notre histoire, à notre éducation, aux situations qu'on a appris. Et c'est comme ça qu'on a appris à mettre des mots sur nos émotions. Et on sait aujourd'hui que sur un plan scientifique, c'est étudié depuis les années 70. Ça touche pas mal de gens, parfois sans qu'ils le sachent réellement, parce que c'est aussi un peu un truc que tu nous avais dit en préparant, hein. Tu as diagnostiqué d'une certaine manière cette alexithymie chez toi. Et c'est aussi ce qu'on observe des fois dans nos pratiques avec Stéphane, dans les accompagnements qu'on fait chez Ciel. Il y a beaucoup de personnes qui disent, je ressens quelque chose, mais je sais pas trop comment le dire. J'ai des fois du mal à mettre des mots dessus. Et c'est déjà là qu'il y a un début de travail qui se fait. Et puis c'est un peu dans l'exemple que tu nous donnais, bah, posez-moi des questions et je vais vous dire ce que je ressens. Alors justement, emmène-nous un petit peu dans ces moments où tu ressens, mais que des fois tu as de la peine à verbaliser. Comment tu navigues dans ces tempêtes un petit peu muettes à l'intérieur de toi? Ouais, merci Arnaud. Tu sais, pour moi, l'alexithymie, c'est un peu comme vivre avec un décalage entre ce que je ressens et ce que je comprends, comme tu l'as bien mentionné. En fait, il y a des moments où je vais sentir quelque chose de fort, ça va être très très présent dans le corps, en fait, tout le corps, mais impossible de mettre un mot dessus. Et c'est frustrant, en fait, parce que du coup, tu te sens comme si tu étais en fait coupé de toi-même, mais aussi des autres. Et à l'inverse, il y a des moments où je vais voir des réactions fortes chez les autres, et là, bah, ce qu'il va falloir faire, c'est, ça va passer alors par, tu vois, de la réflexion et resituer dans le contexte, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et avec le temps, moi, ce que j'ai compris, on va dire, de ça, ce que j'ai pu un petit peu comprendre d'où venait le problème, mais tu l'as un peu mentionné, c'est qu'en fait, l'alexithémie, c'est plutôt une protection. C'est une manière, en fait, que ton corps, il a trouvé pour éviter d'être submergé émotionnellement. Et une fois que tu as compris ça, eh ben, tu peux te dire, OK, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est d'ajouter en fait de l'empathie dans ma logique. Au lieu d'utiliser la tête, le préfrontal, bah, plutôt que d'analyser ce que je ressens, je vais essayer d'écouter des signaux, tu vois, qui vont être assez simples. C'est-à-dire ma respiration, la tension, la fatigue et aussi, par exemple, parfois l'envie de fuir, tout simplement, parce que je suis pas en mesure parfois de partager l'émotion. Donc, voilà. Et petit à petit, une fois que tu as compris ça, bah, ça va créer plus de liens plus vivants avec toi-même
mais aussi avec les autres. Donc, quand tu commences à t'apporter cette forme d'empathie à toi-même, tu vas enfin pouvoir l'apporter et la donner aux autres. Et ça, c'est un retour en fait à quelque chose de plus sain, plus naturel, c'est-à-dire tu redonnes en fait à ton adulte ce qui a manqué en fait à ton enfant, vu que tu as parlé d'histoire. En fait, c'est la permission de ressentir sans se juger. Merci Ouais, pour ton éclairage, franchement, c'est top. De rien, tu, tu, plaisir. tu as, quand on avait échangé aussi, effectivement, et on le voit nous aussi, hein, Estelle, dans les accompagnements, etc. Pour beaucoup de gens, le vocabulaire émotionnel est relativement restreint. Et c'est vrai que dans les études, il est aussi démontré que plus on développe notre vocabulaire émotionnel, meilleur on devient dans les relations parce que on est aussi beaucoup plus précis dans le partage de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Combien même on peut pas exactement ressentir ce que l'autre ressent, on peut en avoir une vague idée. Tu avais dit dans nos échanges aussi, tu avais utilisé un terme assez fort. Tu avais parlé de couteau suisse avec un peu tous les outils ouverts. Puis cette image du couteau suisse qui peut faire peur, hein, parce que il y a beaucoup de choses, peut-être des fois trop. Et quelque part, toi, tu as dû travailler là-dessus, tu l'as dit à plusieurs reprises maintenant. Comment tu as développé cette conscience de ton impact finalement, ta manière d'interagir avec les autres? Et puis comment tu distingues peut-être aussi entre, parce que tu as parlé de peur, hein, entre ce qu'on pourrait appeler une peur légitime du rejet et une peur qui peut-être, où d'une certaine manière, tu te sabotes. Donc, comment tu as développé cette conscience? Et puis, comment tu différencies les différents types de peur en fin de compte? Ouais, merci Stéphane pour cette question. Alors écoute, ces deux questions, je vais me permettre, si tu es d'accord, de répondre en deux temps. Je vais d'abord répondre sur le couteau suisse qui a une histoire bien particulière, et après je reviendrai sur les peurs Mhm. parce que voilà, pour Ouais. compléter. Écoute, cette image du couteau suisse, elle m'est venue grâce à ma business mentor, pour être tout à fait honnête. Elle a une histoire en fait. Le couteau suisse, ça a une histoire. Un jour en fait, on était en pleine session de mentoring avec ma coach, et puis elle s'arrête. Elle me regarde et elle me dit, toi, tu es comme un couteau suisse, mais avec tous les outils ouverts. Et là, franchement, j'ai compris. J'ai tout compris. En fait, elle avait raison. J'arrivais en fait avec toutes mes compétences, toute mon énergie, avec tout mon panel de solutions, et c'était au client de choisir. Sauf que ça fait peur. Et en fait, elle avait raison sur le point que, en fait, à ce moment-là, quand j'ai compris qu'en fait, le vrai travail, c'était pas d'avoir plein d'outils, mais c'était surtout de savoir quel outil sortir, quand, comment, où, pour qui. Et maintenant, j'ai appris en fait à refermer les lames et à y aller piano piano pour faire un petit clin d'œil à nos amis tessinois et à choisir l'outil juste au bon moment en fait. Très important. Finalement, je crois que c'est ça la conscience de mon impact, c'est de se dire, ok, comprendre que trop de ressources à la fois, ça peut impressionner, alors qu'en fait, la bonne lame au bon moment, ça rassure en fait et ça crée de la confiance. Mhm. Ce qui me permet en fait de continuer en fait sur ta question sur les peurs. Écoute, c'est une question en fait que je me pose souvent, tu vois, parce que la peur du rejet, en fait, finalement, elle est très très humaine. Pour moi, la différence, je dirais qu'elle se joue en fait dans l'origine du mouvement. Je m'explique. Quand la peur, en fait, elle est légitime, tu vois, tu la sens comme une alerte. Warning, warning. Et puis elle me dit, attention, là tu t'exposes, protège-toi. Et dans ce cas-là, tu peux l'écouter, la remercier, et puis tu vois, tu peux ajuster. Mais quand c'est une peur qui m'auto-sabote, et ça m'arrive, hein, je suis humaine, en fait, je la sens autrement. Tu vois, c'est une peur en fait qui prend les commandes à ma place, un peu comme un pilote automatique, si tu vois ce que je veux dire. En fait, elle me fait agir à partir d'elle. Et là, par exemple, oui, en fait, ça m'arrive, ça peut m'arriver, par exemple, quand on publie des posts sur LinkedIn dans les métiers qu'on fait, des fois, on aborde des thèmes qui peuvent être un peu sensibles. Et puis, on va pas oser publier parce que justement, la peur, elle va prendre le contrôle. On va se dire, que vont penser les gens? Comment je vais être jugée? Est-ce que je vais trop loin dans ce post-là?
Et dans ces moments-là, revenir à soi, respirer, et puis se dire, est-ce que c'est parce que je m'expose trop, donc ma peur me protège, ou bien est-ce que je m'auto-sabote, le syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, c'est pas mon expertise de publier là-dessus, ou bien il y a d'autres personnes qui le font déjà très bien. Donc c'est ça, en fait, un exemple de comprendre qu'il y a des peurs qui prennent les commandes. Et quand ça se passe comme ça, c'est ce que j'explique, donc comme dans cet exemple du post LinkedIn, bah, tout devient plus confus en fait, parce que tu commences à vouloir plaire, à trop anticiper, ou tu vas retenir ce que tu aimerais dire. C'est vraiment un bon exemple, l'exemple d'un podcast d'ailleurs, comme on est en train de faire, ou d'un LinkedIn. En fait, ça m'amène au point suivant, c'est que le pire, c'est que cette peur, en fait, elle se voit. En fait, elle se ressent. Les autres, en fait, ils peuvent la percevoir, et c'est souvent inconscient. C'est nos neurones, en fait, qui nous donnent des alertes quand on observe la peur chez autrui. C'est très naturel. Et donc, parfois, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont se fermer avant même qu'ils aient eu le temps de créer du lien. Alors, ce que j'apprends à faire aujourd'hui, justement, c'est à faire des pauses, en fait, à m'arrêter. Donc, quand je rédige mon post LinkedIn, je laisse un petit peu une journée passer, tu vois. Je respire, je vais marcher, faire un peu de sport, de vélo, et puis je reviens avec de l'air frais, des idées fraîches, et je relis à nouveau ce que j'ai fait. Et là, je me pose vraiment la question, la peur que j'ai eue là, est-ce que c'était pour me protéger ou est-ce qu'elle essayait juste de me contrôler? Et tu vois, je vais même aller plus loin. Tu le sais, on en a parlé lors de la préparation, j'ai eu des périodes d'isolement, hein. Ouais, c'est le cas. J'ai connu la peur du rejet, la peur de l'abandon. Je la connaîtrai encore, parce que c'est un processus avec des rechutes. Mais petit à petit, ce qui m'a aidé, c'est de m'entourer des bonnes personnes. Alors bonne, j'aime pas trop ce mot, mais m'entourer des personnes de confiance, de me faire aussi accompagner. Et ça m'a aidé à stabiliser justement, à ce que la peur elle prenne pas le dessus. Parce qu'au fond, tu vois, ce que je crois vraiment sincèrement, c'est que la vraie force, c'est pas de ne plus avoir peur. On va continuer à avoir des peurs. C'est naturel, le cerveau est préparé pour la survie, la reproduction. Mais c'est d'apprendre à danser avec elle sans qu'elle mène la danse. Et maintenant que j'ai conscientisé ça, je peux aussi aider les autres et les aider en fait à le faire et à s'exercer pour mener leur propre danse. Alors, on voit que tu as vraiment passé par beaucoup d'étapes, hein. On voit une vraie évolution dans ton chemin de vie qui est, bah, à t'entendre, c'est passionnant. On voit qu'il y a beaucoup de compétences de l'intelligence émotionnelle que tu mets en avant, hein. Tu as parlé d'empathie, tu as parlé d'écoute active, tu as parlé de conscience de soi. Aussi, il y a de la confiance en soi derrière qui est là. On pourrait parler aussi d'estime, de comment tu te vois, comment tu oses publier certaines choses sur toi. C'est plein de choses, je pense, qui t'ont aidé à développer une certaine une agilité, une adaptabilité face à certaines incompréhensions. Euh, et ça t'a vraiment accompagné depuis, je pense, des bons moments, parce qu'on voit ça. Mais je pense que tu as aussi eu peut-être des moments plus compliqués dans ta vie, parce que Estelle, aujourd'hui, tu en es là. On voit ce chemin, on voit que tu rayonnes. Mais j'imagine que la vie, elle t'a pas fait de cadeau. Et avec Stéphane, on aimerait bien aussi un petit peu plonger dans ce côté où c'est pas toujours agréable de revenir, mais c'est aussi ça qui fait la personne que tu es aujourd'hui et ce que tu peux apporter bah, à tes clients et aux gens autour de toi. Est-ce que c'est d'accord qu'on plonge un petit peu là-dedans? Ouais, volontiers Arnaud. Et puis aussi mentionner que Ciel justement a été là pour moi dans ces moments qu'on va aborder, qui m'a justement accompagné dans ces moments grâce à l'intelligence artificielle, pardon, l'intelligence, c'était un lapsus, l'intelligence émotionnelle justement, voilà, qui m'a accompagné aussi dans ces périodes difficiles où souvent on n'a pas grand monde autour de soi. Donc merci à vous d'avoir été là aussi dans ce qu'on va présenter maintenant. C'est important de le dire. Et puis oui, donc les burn-out, bah effectivement, tout le monde en a entendu parler, je crois. Mais quand tu les traverses, c'est un peu une autre histoire. Et pour moi, bah, tout a commencé en fait en 2020. J'ai décidé en fait de créer ma propre société. Ma sœur s'était aussi lancée. Ça m'avait inspirée. Et puis à l'époque, bah, moi, c'était pas un grand projet entrepreneurial, hein. C'était une question de survie. J'avais en fait fini mon MBA, mon master en management à côté. Et puis je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai pas d'emploi tout de suite maintenant. C'est le Covid. C'est ce que j'ai appris. Et puis en 2023, il y a eu une crise du logement à Zurich, hein, qui était avérée en fin d'année. Et puis bah, ça a été 2 ans à vivre sans cuisine, sans machine à laver, conditions
super précaire. Et puis ça peut paraître anecdotique, mais quand tu vis ça au quotidien, franchement, ça use. Ça use. Ça met ton corps, en fait, et ton mental vraiment à l'épreuve. Et j'ai aussi constaté qu'à ce moment-là, je m'enfonçais, en fait, dans une surconsommation du digital. Tu vois, c'était quelque chose vraiment qui a changé. J'ai jamais eu d'addiction particulière et ça s'est développé. Et là, je me suis dit, Estelle, je me suis mise à réfléchir, en fait, à la santé mentale et digitale, plus globalement. Tu vois, la manière dont je pouvais trouver des ressources, de la stabilité, de la résilience, même quand tout semblait s'effondrer. Ça a été le déclic. Et tu vois, dans cette réflexion, bah, il y a une nouvelle mission qui est née. En fait, aujourd'hui, moi, je suis consultante. Tu vois, j'aide les chefs d'entreprise à transformer finalement des blocages en des réussites chiffrées avec leurs équipes et aussi avec leur marché. Et mais faut savoir qu'Infini Suisse, en fait, c'est né d'un chaos. Mais c'est devenu en fait une manière de transformer les épreuves en intelligence émotionnelle appliquée. Et Ciel a aussi été là pour moi et a permis aussi, a été une partie de cette transformation-là. Donc du coup, cette capacité à rebondir après avoir quasiment tout perdu, Estelle, tu as des techniques particulières? Est-ce que tu arrives à nous donner un petit peu, parce que tu nous as dit, ouais, Fini Suisse, c'est un peu né d'un chaos. Comment tu as fait? Tu as un peu une technique? Comment tu gères cette incertitude quand les bases un peu matérielles s'effondrent? Tu as parlé de perte de logement, de burn-out, enfin, il y a plein de choses qui sont venues un petit peu chambouler ta vie pour arriver à ce que tu es en train de faire maintenant. Comment tu as fait? C'est une bonne question, hein. Quand on perd ses bases matérielles, qu'on n'a pas d'argent en Suisse, ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est très violent. C'est très violent. Parce qu'en fait, il y a de la peur, t'as de la fatigue et t'as surtout du stress chronique. Et parfois, en fait, t'as juste le sentiment que bah, de plus savoir où s'ancrer, en fait, tu vois. Il est où ton rocher, il est où ton port avec ton encre. Et donc, au début, bah, j'ai voulu tout contrôler, voulu chercher des solutions rapides. Mais j'ai compris que la vraie résilience, c'était pas de tout porter toute seule, en fait. La vraie résilience, c'est deux choses pour moi. C'est ce qui ressort de ce que j'ai appris, c'est oser demander de l'aide et d'oser s'entourer. Et tu vois, j'ai commencé en fait à créer un système qui relie en fait la santé mentale et la santé digitale ensemble, grâce, tu vois, à un ensemble de routines, de pratiques en fait, et d'outils simples pour garder de la clarté même quand tout vacille. Et je te donne un exemple, parce que tu m'as demandé, tu vois, par exemple, dans les périodes où tout était instable, bah, moi, je faisais des check-in de moi-même. Je me posais deux questions. Comment je me sens? Comment je peux faire différemment aujourd'hui? Et t'entends dans ce que je dis que j'utilise le présent et aujourd'hui. Revenir à l'ici et maintenant. Pas tout ce qui va pas, tout ce qui n'a pas été dans le passé, et pas ce qui pourrait être demain. Et surtout, mais j'en ai parlé un peu plus haut, j'ai appris à ralentir, à faire des pauses. Et j'ai accepté que parfois, l'incertitude, tu vois, c'est juste un passage, mais c'est pas une fin en soi. Donc finalement, ce qui m'a permis de rebondir, pour synthétiser, c'est j'ai transformé tout le chaos en apprentissage. Et je me suis rappelé que même quand on perd tout, bah on perd jamais tout ce qu'on a appris. Un exemple que, enfin, tu m'as parlé de, tu m'as dit, ouais, un exemple concret dans le sens, je fais un checking de mon corps, de ce que je vis maintenant et pour aujourd'hui, etc. Tu aurais un moment clé, un truc où tu te dis, j'ai appliqué ça. T'as un truc qui te revient là? Ou- Oui, par exemple, par le passé, quand tu es dans une situation, on va dire comme ça, où tu as perdu tes bases, eh ben en fait, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire parce qu'il faut que tu sortes de cette situation. Et la difficulté, quand tu n'as pas de clarté, bah, c'est que tu as une longue, longue liste de tâches et tu n'arrives plus à les prioriser et tu n'arrives plus en fait à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Et ça, c'est lié au stress chronique parce que le stress chronique, en fait, ça crée du cortisol qui, lui, en fait, va endommager un petit peu ton hippocampe, donc la mémoire qui va être un peu moins performante, aussi ton amygdale, donc qui va aussi faire que tu vas avoir du mal à te concentrer, donc tu vas risque d'être désorganisé, désorienté, de pas te souvenir de tout, et puis au niveau émotionnel, tu vas avoir du mal à réguler tes émotions et du mal aussi à contrôler tes impulsions. Donc pour ce faire, il faut revenir à l'ici et maintenant, pas dans tout ce que tu as à faire, et respirer et te poser les bonnes questions, t'asseoir, soit tu écris, soit tu te les poses. Comment je me sens?
comment je peux faire différemment aujourd'hui? Et il y a plusieurs solutions. Soit tu écris ça sur un tableau blanc, soit tu te mets une feuille A4, qui est ta feuille de check-in, sur laquelle tu peux revenir quand justement tu sens que là, tu pars, à cause justement de ce qui te manque, de cette sensation de manque ou de stress chronique. J'espère que c'est Oui. assez concret. Tu as mis ça en pratique pour toi, j'imagine? Ouais, tout à fait. C'est ce que j'ai utilisé effectivement Ouais, personnellement et ça a marché en fait. C'est ce qui m'a aidé. ouais. Peut-être une des grandes prises de conscience quand tu as fait ça, c'était quoi pour toi? Ou révélation, je sais pas quel est le bon terme, mais tu vois, en faisant cette analyse comme tu l'as décrit, de mettre sur une feuille ou un tableau blanc et en notant ça, est-ce qu'à un moment donné, tu as pu identifier un élément clé important, tu dis, tiens, ça m'a fait prendre conscience de, tu vois, dans cet ordre-là? Bah, ça m'a fait prendre conscience effectivement qu'il fallait que j'entraîne mes fonctions cognitives et exécutives avec un ergothérapeute tout simplement, parce que pour des profils comme le mien, on a besoin en fait d'entraîner ça, peut-être plus que pour un profil, on va dire lambda. C'est pas quelque chose qu'on peut réussir complètement tout seul dans un premier temps, mais ce qui est important, c'est de rester responsable. Personne ne va faire pour nous ce check-in à la place. Par contre, on peut s'aider avec des méthodes claires à la maison et aussi avec un professionnel jusqu'à temps qu'on atteigne justement cette indépendance. Et je crois que pour moi, ça a été ça la révélation, c'est d'accepter que j'avais besoin, en plus de cette méthode que j'avais trouvée personnelle, d'un accompagnement avec un ergothérapeute jusqu'à temps que je puisse l'internaliser et le faire justement moi-même à un niveau qui soit suffisant pour avoir une bonne qualité de vie. Ok. Tu as parlé justement de ton projet en santé mentale et digitale, autrement dit, tu t'es donné comme mission d'accompagner les autres, construite, si je me souviens bien, sur cette vulnérabilité que tu as vécue finalement. Et aujourd'hui, tu dis que tu en as fait un atout pour comprendre et aider les autres. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait, ouais. Bah, ce que j'ai vécu, en fait, toutes ces vulnérabilités dont j'ai déjà commencé à parler, effectivement, bah, je les transpose en fait aujourd'hui dans mon accompagnement. Alors, bien entendu, il y a des compétences techniques, c'est-à-dire elles viennent compléter justement cette expérience, mon socle personnel. Par exemple, j'ai fini effectivement une formation en tant qu'instructrice en santé mentale, une formation de coach Microsoft, et j'ai aussi étudié un peu la psychologie en Suisse. Et mon expertise, du coup, je dirais que c'est un mélange en fait de mon vécu, de mon travail, mais aussi des formations sur le sujet que j'ai menées en plus dans 3 des 4 langues nationales suisses, dans divers cantons. Donc mon objectif en fait, c'est d'aider les autres en fait à transformer leur fragilité en des stratégies en fait qui vont être vraiment concrètes et activables. Parce que quand on est effectivement déjà surchargé, il faut justement libérer un petit peu de capacité et mettre en place un plan. Et donc, quand quelqu'un vient me consulter personnellement, bah, en fait, il veut pas juste parler de ses difficultés, il veut surtout trouver des solutions qu'il peut utiliser tout de suite, quelque chose qui fonctionne dans la vraie vie. Et moi, j'utilise souvent cette image avec mes clients. Tu vois, c'est un peu comme une boîte à outils. Et en fait, la boîte à outils, bah, tu vois, t'as ta clé en fait de 8, t'as ton marteau, t'as ton tournevis, t'as ta pince, t'as ta perceuse. Parce qu'en fait, si t'as pas les bons outils, bah, tu vas pas pouvoir percer ton mur et tu vas pas pouvoir accrocher ton tableau. Moi, je crois que c'est une belle image. Du coup, à la fin de nos sessions, bah, mes clients, en fait, ils sont équipés. Tu vois, ils savent comment agir, ils se sentent plus forts et surtout, en fait, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Et c'est ça qui est important, la fierté, l'espoir. Et on va dire pour conclure, ma vulnérabilité, en fait, ben, elle est devenue en fait une force parce que ça m'a permis en fait de comprendre que ce que vivent les autres, en fait, par quoi ils peuvent passer, et de leur donner exactement ce dont ils ont besoin, ou en tout cas d'essayer de m'en approcher au plus près. Je pense que c'est un peu l'essence même, d'une certaine manière, d'amener ces outils pratiques pour que ben, les personnes qui viennent t'accompagner puissent repartir avec quelque chose de concret et vraiment d'ancré dans leur réalité. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans tes explications avant, c'était cette notion de love network et je trouve ça assez intéressant
Parce que c'est aussi, on va pas dire dans ces termes-là, mais en tout cas chez Ciel, au niveau de la communauté, de mettre l'humain au cœur de leur évolution, de l'évolution en général. Et là, toi, tu mets l'humain au cœur de ton évolution. C'est eux, d'une certaine manière, tu as parlé de tes mentors, les gens qui t'ont aidé à avancer dans ton chemin de vie. Puis je pense qu'il est loin d'être fini parce que on a encore, je l'espère, bien quelques années devant nous. Et dans ton quotidien, quand tu sens que les émotions sont peut-être un peu stables, qu'il y a peut-être la peur du rejet, de la colère, peut-être de l'isolement, et que ça menace un petit peu de prendre le dessus en fin de compte, parce que bah voilà, il faut aussi bien pouvoir réguler tout ça. Tu as des outils concrets, tu as quelque chose que tu fais ou que tu utilises dans ton quotidien, ou comment tu transformes ces moments plutôt en une opportunité de connexion, parce que tu le parlais, tu ressens beaucoup de choses. Tu as l'air d'être très connecté à ton environnement, aux gens qui sont autour de toi. Donc, comment tu fais ça? Ouais, merci Arnaud. Déjà, je veux préciser que Ciel fait aussi partie de mon Love Network. Je vous ai aussi, toi et Stéphane, je vous ai voilà intégré dans mon Love Network. Je suis très vigilante effectivement sur comment je le construis et je crois que c'est important de bien s'entourer, comme je l'avais mentionné. Et donc voilà. Et donc je vais expliquer plus en détail. Ce concept en fait de Love Network, pour moi, c'est pas juste un mot. C'est comme tu l'as dit, c'est l'humain au cœur de mon évolution. Donc quand je sens les émotions négatives qui arrivent, et il y en a, et c'est humain et c'est normal, c'est ok. La première étape, ça va être de les reconnaître, c'est-à-dire les nommer, mettre des mots dessus. Mhm. Ça, vous apportez effectivement des outils pour faire ça, les observer et comprendre en fait ce qu'elles cherchent à me dire avec mon corps et pas avec ma tête. Et ça, c'est un processus, et je suis encore en train effectivement de continuer ce processus, mais c'est ça, voilà, les étapes. Et donc, quand tu as fait ça, tu vas passer en fait à l'action concrète. Donc pas rester que dans la tête, mais passer à l'action, qui peut être difficile hein, pour mon type de profil. Et pour ça, j'ai plusieurs outils du coup que je vais utiliser au quotidien. Donc il va y avoir la parole. Alors comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez expansive. Ça va être parler à une personne de confiance. Ça peut être toi Arnaud, ça peut être Stéphane, ça peut être mon mentor, des membres de ma famille, des amis, un collègue. En fait, pour partager, tu vois, ce que je ressens sans filtre et sans jugement. Et puis, va y avoir aussi les routines de régulation émotionnelle, que ça, j'ai appris en fait dans des instituts spécialisés. Donc, ça va être effectivement la respiration, ce que vous d'ailleurs vous offrez aussi. Ça va être peut-être des marches nordiques avec des bâtons. Ça va être écrire mes pensées, soit sur une tablette, soit sur mon tableau blanc, soit sur un cahier. Ou ça peut être simplement prendre un moment pour ne rien faire, pour que mon cerveau il puisse se régénérer. Le soir, on se couche, on dort pour régénérer le corps, les organes, et ne rien faire aussi pour le cerveau, c'est très utile et ça aide beaucoup. Et puis, il y a un troisième point, après la parole et les routines de régulation émotionnelle, ça va être la réflexion stratégique, où là, vous aussi, vous intervenez. Ça va être transformer l'émotion en action. Et ça, c'est là où moi, je continue encore à me former, justement, et à m'aider. C'est en cherchant, en fait, quels petits pas je peux faire pour changer la situation ou ma perception. Et donc, comme je l'ai expliqué, mon tableau blanc est très utile dans ce cas-là. Et moi, c'est là que mon Love Network, en fait, il va prendre tout son sens, dans les 3 points que je viens de mentionner. Mhm. Ces personnes, en fait, autour de moi, elles sont pas là pour me sauver. C'est important de le dire. Elles vont pas faire à ma place. Mais elles sont là, en fait, pour co-créer de la compréhension, de la chaleur et des solutions. Et moi, ce que je constate à chaque fois, c'est qu'un moment d'émotion négative, en fait, il peut se transformer, tu vois, en opportunité de connexion avec des personnes. En fait, il suffit juste d'oser s'ouvrir. Tu vois, de dire voilà ce que je ressens, et ça va permettre en fait aux autres qu'ils expriment aussi ce que eux ils ressentent. Et petit à petit, tous ces échanges, au lieu d'être dans un cercle, on va dire qui n'était pas vertueux, tu arrives dans un cercle vertueux qui est composé, selon moi, de vulnérabilité. Tu montes ta vulnérabilité, qui amène à de l'écoute de l'autre, qui amène à de l'action ensemble et qui amène à un renforcement de la relation parce que vous avez atteint ensemble un objectif commun et la personne te voit évoluer et évolue aussi également. Donc au final, mes émotions, même les plus difficiles, même les plus tourmentées, et il y en a, en fait, elles vont devenir, tu vois, comme un guide, une route pour renforcer en fait mon réseau et créer ces liens de confiance. Et si on prend, je sais pas si tu es d'accord d'en parler, mais avant qu'on pèse play sur ce podcast, qu'est-ce qui s'est passé chez toi?
Comment tu as utilisé tout ça? Bah, en fait, je crois que pour ma part, si je dois aller un peu dans le détail, effectivement, j'avais eu plusieurs échanges avec Stéphane qui avait Mhm, accepté justement à l'époque, dans une période très difficile, d'avoir des échanges avec moi. Euh, il y avait eu des prises de conscience en fait. Tu vois, c'est-à-dire que en fait, il m'a offert une opportunité de connexion suite à une rencontre qu'on a eue dans le cadre on était tous les deux formateurs, donc on s'est rencontrés dans le cadre de la formation, du métier de la mhm. formation. Je l'ai sollicité pour savoir voilà, s'il accepterait, par rapport à ses compétences en intelligence émotionnelle, de m'accompagner, ce qu'il a gentiment accepté. Voilà. Et j'ai réussi à m'ouvrir et à montrer effectivement et à parler ouvertement avec lui de ce que je vivais. C'était le premier auprès de qui je m'étais ouvert de ma situation. Stéphane d'ailleurs qui est là. Et en fait, il a su trouver les bons mots en fait, tout simplement. Grâce à l'écoute qu'il a eue et les bons mots qu'il a choisis, ça m'a permis de me mettre en action pour sortir justement de situations que j'étais en train de vivre, certaines qui étaient très difficiles. Et ça a permis de renforcer notre relation et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui dans ce podcast. Donc c'est une relation qui se bâtit sur le long terme, étape par étape, mais qui a commencé comme ça en fait. Et Ouais, j'espère que puis, ça explique bien justement le Love Network et comment ça fonctionne. ouais, puis ça montre aussi une preuve de courage d'une certaine manière de ta part parce que on sait que c'est pas simple de s'exposer en public et il y a une part de stress, c'est normal hein, Ouais, de montrer qui on est. Tu as parlé de vulnérabilité, tu as parlé d'oser ben, affronter ses peurs d'une certaine manière, de sortir de sa zone de confort. On peut pas faire les choses à ta place et aujourd'hui on peut pas parler à ta place de ce que tu es en train de vivre. Et je pense que c'est une belle preuve en fin de compte par l'exemple c'est possible en fait de surmonter tout ça pour pouvoir aujourd'hui en faire une force, une vraie opportunité et de pouvoir connecter aussi avec ton audience et avec les gens qui sont d'une certaine manière peut-être dans le même cas de figure que toi ou qui ont des difficultés des fois à reconnecter avec tout ça et à s'exposer d'une certaine manière. exactement, ouais, très bien dit. Et puis tu parles d'une double facette aussi des fois un peu, enfin moi je te ressens comme ça, c'est assez forte. Euh, on voit que tu maîtrises ou que tu connais ton sujet, tu veux avancer, puis parfois c'est un peu perçu comme trop, tu sais, un peu trop, Trop. trop là. Tu parlais de ce couteau suisse, toutes ces lames ouvertes qui font. Moi j'imagine bien le Big Mac de chez Victorinox avec 25 tools dedans, puis tu dis bon bah je vais faire comment là, il me faut pas tout ça. Comment tu équilibres un tout petit peu maintenant entre l'authenticité, être qui tu es, en fin de compte, parce que tu as ces ressources, tu as ces différents outils, ces différents tools à ta disposition et t'adapter socialement d'une certaine manière parce que pas tout le monde est prêt à utiliser à ce moment-là tous les outils du Victorinox d'Estelle quand elle les sort. Ouais, 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 on fait un peu de la pub pour Victorinox, peut-être qu'on aura du ouais, sponsor. ouais, c'est une super marque et c'est une super marque et ils ont leur siège, je crois, à Schwytz, dans le canton de Schwytz. Et la ville de Schwytz, ils ont un beau panneau quand on rentre dans la ville, enfin un beau parterre de fleurs, magnifique d'ailleurs. Donc un petit coucou effectivement à Victorinox, qui est une magnifique entreprise et qui fait des très beaux couteaux. Bah écoute, cette question, ouais, elle me touche vraiment parce que c'est quelque chose vraiment qui me touche, quelque chose de très concret pour moi. Avec le temps, en fait, peut-être je dirais que j'ai appris que l'équilibre, ça consiste pas à changer qui je suis. C'est plutôt de choisir, comme tu l'as mentionné, là on revient sur le couteau suisse, effectivement, comment je montre ma force et mon authenticité selon le contexte. Et tu te doutes bien qu'avec mon profil, parfois, c'est pas tellement évident, comme je l'ai expliqué au tout début par rapport à l'implicite, au code, etc. Et concrètement, moi j'ai développé en fait quelques stratégies. Euh, je vais en citer trois pour peut-être que ça puisse aider les auditeurs, l'audience qui nous écoute. J'ai mentionné voilà, le fait d'observer, d'ajuster, c'est-à-dire tu prends un instant pour sentir ton énergie, celle qu'il y a autour de toi, et là, tu adaptes ta formulation sans renier le fond. Tu vois qui tu es, tes valeurs. Et puis la deuxième, ça va être d'exprimer les intentions. Et ça, pareil, pour quelqu'un qui a de l'autisme, c'est pas toujours évident que le message, il arrive comme tu l'avais à la base ressenti. Donc, c'est important d'expliquer pourquoi, par exemple, je suis exigeante ou engagée, quelqu'un d'engagé, pour qu'en fait, ma force, elle devienne un pont avec les gens et pas un mur. Construire un pont avec les autres, très important.
Et la troisième stratégie, je dirais que c'est de créer des espaces émotionnels sécurisés. Donc ça va être avec mes proches tout d'abord, les gens qui comptent, les collègues de confiance qui comptent aussi. Et c'est important que je puisse être pleinement moi-même, mais aussi accueillir du feedback qui est sincère. Et à partir de là, dire, bah écoute, là je suis d'accord avec toi, ça joue, je vais adapter. Là par contre, je reste effectivement sur ma position parce que c'est qui je suis. Et cette partie-là, voilà, je pense que la façon dont je fais, c'est correct, et puis ça joue, et puis on peut en rediscuter ensemble pour voir comment on peut se trouver à mi-chemin. Donc c'est finalement pas complètement dire oui à tout, mais pas non plus être fermé sur la critique ou le feedback qu'on peut recevoir. Donc l'objectif de ça, c'est que tu transformes en fait, ou je transforme ce trop perçu, en impact positif, tu vois, en force constructive, plutôt qu'un frein. Et je crois qu'aujourd'hui, ben, c'est un processus, bien sûr. Hein. Comme je dis toujours, il y a des rechutes. La vie, c'est pas une ligne toute droite. Mais je crois que je peux mieux naviguer aujourd'hui les interactions sociales avec plus de conscience. Et puis aussi rester tout à fait authentique, tu vois. Et aussi en rendant peut-être aussi ma présence plutôt perçue comme une valeur ajoutée et non, tu vois, comme une menace. Voilà. Donc, couteau suisse. Comment tu fais maintenant, du coup, bah, tu as toutes ces clés, en fait, tu arrives à bien nous expliquer, euh, je pense que tu as bien cartographié en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi et puis comment ben, il faut interagir avec ton environnement, les personnes qui sont autour de toi. C'est pas simple hein, parce que diagnostiquer HPI, Asperger, hyperactivité, un peu d'alexithymie, c'est quand même beaucoup de choses qui font que bah, tu as des beaux challenges à relever en permanence. Et comment maintenant toutes ces révélations que tu as pu avoir, elles influencent concrètement ta manière d'accompagner ben, ces chefs d'entreprise avec leurs propres spécificités? Ouais, merci Arnaud. Bah, c'est une belle question. Bah, concrètement, je crois que c'est prendre le temps en fait de décoder en fait un peu ce que la personne elle vit. Tu vois, ses forces, ses fragilités, ses modes de fonctionnement qui sont uniques de toute façon. Chacun est unique. Et moi, le but, bah, c'est de construire ensemble avec elle une stratégie concrète qui lui parle vraiment. Ça passe par des questions, ça passe par de la reformulation, ça passe par des essais, utiliser des choses créatives, tu vois, les Dixit, des Scrabble, voilà, de peut-être faire des choses créatives ensemble, même avec des dirigeants, ça fonctionne vraiment bien. Et puis c'est original. Et puis c'est aussi de se dire, ben, tu vois, c'est comme si moi aussi je transforme ma propre expérience en boîte à outils vivante, en fait. C'est ce qu'on a dit, le couteau suisse, ben, tu vois, je sais ce qui a fonctionné pour moi, je sais ce qui fonctionne encore pour moi aujourd'hui, je sais ce qui m'aurait pu m'aider, tu vois, dans certains moments complexes ou difficiles que j'ai vécus. Et en fait, bah, j'essaye de transmettre ces outils de manière en fait qui est adaptée à chacun. Et au final, bah, c'est cette révélation-là en fait qui me permet de devenir et d'être, mais aussi de devenir, parce que l'humain devient, on devient tous, d'être plus empathique, plus précise en fait et plus efficace avec les clients. Et surtout, ça aide mes clients que j'accompagne en fait à se sentir vus, ils sont écoutés et ils sont équipés pour avancer en fait avec leur spécificité à eux, plutôt que tu vois ça aille malgré eux. Souvent il y a une phrase qu'on dit, c'est qu'on se lève pas contre quelque chose, on se lève pour quelque chose. Et ça peut être aussi appliqué dans ce cadre-là. Tu parles de ces diagnostics tardifs hein, que tu viens de recevoir en tout cas en 2024 les derniers. Si tu regardes en arrière, quelles sont les émotions qui dominent? C'est quoi? C'est soulagement, c'est colère, c'est peur, c'est colère pour le temps perdu, c'est de la gratitude, c'est quoi? Merci Stéphane. Ouais, c'est une belle question. Ah, je te répondrai que c'est un mélange d'émotions là quand même. Hein. Ah, il y a d'abord du soulagement en fait, d'enfin comprendre pourquoi je me sentais décalée, incomprise, tu vois, ou hors des normes en fait. Après, bien sûr, il y a eu aussi une pointe de colère et de frustration. 20 ans passés, tu vois, à se questionner, à chercher, à avoir des fuites d'énergie, des moments où je me sentais très seule, bah tu te dis, waouh, c'est vachement de temps perdu en fait, 20 ans. Surtout quand t'es une femme, je trouve, parce que quand tu veux construire ta famille et tout, ben voilà, tu vois, c'est important, le temps ça passe. Mmh. Mais ce qui domine aujourd'hui,
c'est la gratitude. Ok. Et la gratitude, tu vois, envers les moments, les expériences, parce qu'elles m'ont appris de la résilience, elles m'ont appris à écouter, à pas toujours couper les gens quand ils parlent, et elles m'ont poussé surtout à chercher des ressources, tu vois, des solutions concrètes et à sortir de ma zone de confort. Et il y a la gratitude encore pour autre chose. Tu vois, c'est la gratitude surtout pour toutes les personnes qui m'ont accompagnée, même dans ces périodes difficiles, où il y a plein de gens qui auraient détourné le regard, parce que ça leur aurait peut-être renvoyé des choses désagréables. Et en fait, c'est ce mélange, tu vois, que je transforme aujourd'hui en force. Et ça me guide dans mon accompagnement chez Infini Suisse, tu vois, dans ma manière de créer du lien, de soutenir les autres. Mhm. C'est ma ligne directrice, c'est mon fil rouge, parce que je sais ce que ça fait, tu vois, de se sentir différent. Je sais ce que ça fait de passer et de cumuler beaucoup de moments difficiles, de deuil, de perte de travail, de perte de logement, de diagnostic, etc., 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 de bases matérielles qui s'en vont. Et je sais surtout maintenant quels outils aident vraiment à avancer afin d'éviter une dégradation de la santé mentale et digitale. Si tu avais un conseil, un seul, vraiment pour quelqu'un qui se retrouve peut-être un peu comme toi, aujourd'hui en 2025, un diagnostic, la personne, elle est déjà bien avancée dans sa vie, elle est active et elle se sent aussi inadaptée, un peu comme toi, tu t'es senti dans son environnement. Ça serait quoi ce conseil que tu pourrais lui dire, voilà, moi je suis passé par là aujourd'hui, je te donne ce conseil pour toi qui vis cette situation-là. Ouais, merci Arnaud. Moi, je te donne un conseil en 3 étapes simples. Je vais pas faire de chichi. Reconnaître, écouter, agir. Reconnaître, c'est accepter que ce que tu vis, c'est pas un défaut, mais c'est un signal en fait. C'est juste une caractéristique différente. Écouter tes besoins et tes émotions, même dans la tourmente, sans te juger. Être bienveillant envers toi-même. Comprendre ce qui te bloque et ce qui va te faire avancer pour retirer les pierres une par une, comme un écroulement de montagne qu'on pourrait avoir chez nous aussi, pour recommencer à conduire sur la route qui t'attend et qui continue derrière le gravat de pierre qui s'est amassé, qui est tombé. Et le troisième, c'est agir. Pas à pas, avec des outils, des méthodes simples, ou un accompagnement, justement, si c'est nécessaire, pour transformer justement ces obstacles que tu traverses en force. Même tardivement, que tu aies 20, 30, 40, 50, 60, 90 ans, c'est toujours possible de se reconnecter à soi et à tes émotions. C'est toujours possible de retrouver sa place ou une autre place et de créer la vie en fait qui te ressemble vraiment, en fait, la vie qui te convient, où tu te sens bien. C'est jamais trop tard, en fait. Puis, une question plus personnelle, du coup, c'est aujourd'hui, avec le recul, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Ouais, c'est une question challenge. Bah, je crois que si je devais répondre à cette question, je dirais je suis une exploratrice de l'humain et de moi-même. Je navigue entre mes forces et mes vulnérabilités et j'essaie de transformer chaque défi qui m'arrive en opportunité de croissance et d'impact. Et c'est ce qu'on offre chez Infini Suisse et c'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui. D'avoir créé un Finicis, du coup. D'avoir pu me reconnecter avec moi et avec les autres et d'avoir pu effectivement transformer ça en un projet qui, à terme, j'espère, pourra offrir effectivement ces outils à des personnes qui en ont le besoin ou des ressources et de la résilience pour qu'ils soient en bonne santé mentale et digitale. Top. Écoute, merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais vraiment sincèrement te remercier Estelle parce que tu as partagé beaucoup, beaucoup de choses avec nous. Tu as été authentique, tu as été généreuse dans les explications. Tu as partagé un peu cette alchimie émotionnelle, comment transformer des diagnostics qui sont pas toujours favorables en des vraies révélations, faire d'une vulnérabilité une force. Et ben, je pense qu'avec Stéphane, c'est aussi ce qu'on fait chez Ciel, c'est comment on l'explore, l'intelligence émotionnelle. Et puis pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur ce podcast, ben, j'espère que cet échange vous aura motivé, qu'il n'est jamais trop tard, comme l'a dit Stéphane juste avant, pour se comprendre, pour se reconnecter à soi-même, pour voir que nos spécificités, bah, elles peuvent devenir vraiment des vraies forces. Et moi, ce que je retiens, je me suis noté deux, trois choses, c'est que même si tu as un diagnostic
peu favorable ou un peu tardif, il peut être vraiment libérateur parce qu'on développe une vraie intelligence émotionnelle, on développe de vraies forces, on en a parlé, empathie, écoute, conscience de soi, etc. Que la vulnérabilité, ben, ça ne se résume pas à être fragile ou trop, mais plutôt à transformer activement sa différence en un vrai atout. Et puis que derrière, en chaque guerrière, chaque personne qui est différente, qui veut se battre, il y a surtout des personnalités qui ont appris à s'entourer de bonnes personnes. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises dans ce podcast, des mentors, des gens qui t'ont aidé, qui n'ont pas détourné le regard quand ça allait pas forcément, tout allait bien de ton côté, puis à accueillir aussi ben, les émotions qui sont autour de nous. Si tu avais un dernier mot à dire à nos auditeurs, ça serait quoi aujourd'hui? J'ai envie de leur dire, vivez, vivez le moment présent. Chaque instant compte. Et voilà, je vous souhaite le meilleur et d'être en bonne santé mentale, digitale, physique. C'est le plus important. La santé, ça se rachète pas, ça s'achète pas. Et donc, voilà, profitez de chaque instant que vous avez et connectez-vous au moment présent. Et Ciel pourra vous y aider pour vous reconnecter à vos émotions. Et Infini Suisse, si vous avez des périodes difficiles à dépasser et que vous souhaitez améliorer votre santé mentale et digitale. Merci à vous deux. Merci Arnaud, merci Stéphane. Avec plaisir. Alors, si cet épisode il vous a inspiré, si comme Estelle, vous aimeriez apprendre à danser avec vos émotions sans que c'est elle qui mène la danse, c'est peut-être le moment de regarder vos propres spécificités différemment. Chez Ciel, on accompagne justement les personnes, les leaders, mais pas que les leaders, à développer cette intelligence émotionnelle qui permet de transformer cette différence en force. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode, peut-être avec des personnes que vous connaissez, ou dites, tiens, ça pourrait aussi m'inspirer. Et souvenez-vous, ce ne sont pas nos diagnostics qui nous définissent, mais plutôt la façon dont on choisit de les transformer en levier de croissance. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Ciel.